Aujourd'hui, vous parlez de l'appel à projet SMS numérique qui rentre dans le cadre du programme d'équipement des établissements sociaux et médico-sociaux du Ségur qui a commencé en 2021. Donc, nous sommes sur la dernière année du programme ESMS avec un appel à projet qui officiellement n'est pas encore publié. Hein, nous sommes toujours dans l'attente de l'instruction nationale. En général, les appels à projets sont diffusés, publiés fin janvier, début février. Là, on s'attend à ce qu'il puisse y avoir un léger retard du fait du climat politique actuel. Donc, un retard sur certaines publications d'instructions ou de circulaires, mais ce qui ne nous empêche pas aujourd'hui de pouvoir vous apporter les éléments qui concernent cet appel à projet et surtout de pouvoir aussi répondre à vos questions et de travailler avec vous sur une éventuelle candidature dans le cadre de notre programme. Donc pendant cette heure que nous nous sommes fixés ensemble, moi je vous invite vraiment à nous interpeller au fil de nos échanges, de la réunion. Nous allons animer cette réunion à plusieurs voix. Donc il y aura Sylvaine Brien du groupement régional que vous devez connaître, ainsi qu'Alexandra Durand, chef de projet au collectif SI médico-social, et Loïc Charpentier qui est en distanciel, qui est un de mes collègues du département innovation en santé particulièrement sur le dossier, le projet Mon espace santé. Et si vous voulez bien, je vous propose que nous commençons. Encore une fois, n'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions dans le chat. Donc, on a quelques points en effet avec vous, faire un petit focus sur le Ségur numérique, sur les leviers financiers, la pratique pour candidater et en effet aller plus loin dans le cadre du programme. Donc, parmi les personnes présentes aujourd'hui, je sais que certains d'entre vous connaissent déjà le programme, le Ségur et les instructions successives qui ont été publiées depuis 2021. Donc, je m'excuse s'il y a quelques redites pour ces personnes, mais c'était aussi important de rappeler euh, le cadre global. Je vais vraiment le survoler, ne vous inquiétez pas, ça va être très rapide pour les nouveaux qui sont présents aujourd'hui et qui n'ont peut-être pas forcément entendu parler du programme SMS numérique. Donc en effet, le Ségur, hein, l'objectif de ce Ségur numérique de la santé, c'est bien de pouvoir, avec une enveloppe des moyens, comme on le dit souvent, historiques, permettre au secteur de la santé, au secteur social et médico-social, de s'équiper d'un dossier usager pour les personnes que vous accompagnez dans vos services. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir fiabiliser la communication entre les professionnels qui accompagnent vos usagers. C'est fiabiliser ces données dans un cadre sécurisé. Vous le savez, vous entendez aussi beaucoup parler de cybersécurité. Donc voilà, tout ce cadre qui a été posé par le Ségur nous a permis, avec une enveloppe de 600 millions d'euros, de pouvoir mettre en place notamment ce programme d'équipement des établissements. Donc forcément, si on compare avec la région Bretagne, dans le secteur social, médico-social, nous avons un peu plus de 2300 établissements et ou services. Donc, on parle de finesse géographique lorsqu'on parle d'établissement. Et si j'insiste sur ce petit point, c'est parce que les financements qui sont alloués sont bien alloués sur des finesses géographiques. Donc, vous pouvez être peut-être, par exemple, directeur d'un établissement avec 5 services différents dans votre établissement, une partie SAVS, une partie PMO, une partie foyer d'hébergement. Chacun de ces services aura un propre finesse géographique et vous aurez donc, en effet, un financement pour chacun de ces finesses géographiques. Donc, sur 2025, ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que nous avons en effet nous avons déjà financé une partie considérable des établissements médico-sociaux et sociaux, puisque là, à ce jour, sur la slide que vous pouvez voir, on parle de 72%, mais on avoisine les 75% des établissements sociaux et médico-sociaux bretons qui sont équipés ou qui sont en cours d'équipement d'un logiciel dit référencé Ségur. On va vous expliquer après ce qu'est un logiciel référencé Ségur, quelles sont les exigences et le cahier des charges qui en découlent. Donc, c'est déjà un beau parcours
on va dire, hein, puisque c'est 75% des établissements bretons qui, pour certains d'entre vous ou d'entre eux, auparavant étaient sur du papier-crayon ou des fichiers Excel pour faire des plannings ou papier-crayon pour faire des transmissions. Et là, aujourd'hui, on sait que tous ces établissements vont pouvoir être équipés et, euh, et avoir justement un outil sécurisé, fiable, pour échanger des données sensibles sur les usagers que vous accompagnez, que ce soit en interne de la structure, mais aussi à l'extérieur. Avant de passer la parole à Sylvaine, juste sur cette slide, vous pouvez voir justement la répartition. Vous trouvez ça intéressant de partager ça avec vous, la répartition d'équipements par typologie d'activité d'établissement. Alors, il y a un micro qui, je m'excuse, il y a un micro qui doit être ouvert. J'entends quelqu'un qui rigole, tant mieux d'ailleurs, mais c'est juste pour vous prévenir. Donc là, vous voyez par couloir la typologie d'activité des établissements qu'on finance, donc Ségur en vert, financé par le biais du programme et ou du dispositif SONS. Je crois qu'on en parlera rapidement tout à l'heure, qui était un dispositif plus direct de financement à l'éditeur. Et en orange, nous pouvons voir justement la part d'établissements qui n'est pas encore entrée dans le cadre du programme SMS ou du dispositif SONS pour bénéficier de ce dossier usager. Ouais, juste peut-être préciser aussi que pour certaines structures qui dépendent d'un centre hospitalier, on peut avoir des outils qui ne sont pas forcément référencés Ségur ou qui n'ont pas forcément une appellation dossier usage informatisé, mais pour autant, ils peuvent être utilisateurs d'un logiciel DPI avec des fonctionnalités Ségur. Et dans ces cas-là, on va considérer qu'ils sont compatibles Ségur et donc ils sont plutôt dans la répartition des établissements en vert sur ce graphique. Dans Oui. 15 jours, je viendrai plutôt le matin. Madame Ruot, voilà. On se permet de couper vos micros, hein. Mais encore une fois, n'hésitez pas. Je ne vois pas forcément les questions, les remarques dans la conversation, mais si vous en avez... N'hésitez pas à lever la main dans ces cas-là, ouais. Ou s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, parce que pour tout vous dire, on a un peu l'habitude de d'abonder dans ce discours et d'expliquer toujours un peu les mêmes grandes idées autour du programme, mais ça peut aussi ne pas être très clair, ne serait-ce que lorsqu'on parle du DUI, de quoi parle-t-on? Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides. Alors, pour aller un petit peu plus loin, justement, dans l'explication de ce que c'est un dossier usager informatisé version Ségur, ben, c'est un logiciel qui va être utilisé par vos structures pour tracer, centraliser toutes les informations qui sont liées aux personnes que vous accompagnez. Et au-delà du périmètre fonctionnel que vos professionnels vont utiliser pour tracer cet accompagnement, cette prise en charge, on va embarquer ce qu'on appelle les référentiels et les services SOC que vous voyez sur le schéma devant vous, avec notamment deux référentiels que sont l'identité nationale de santé, qui permet d'identifier de façon unique les usagers dans le système de santé. Quand je dis système de santé, c'est pour tout acteur, que ce soit sur le secteur médico-social, mais aussi à l'hôpital, en ville, auprès de l'ensemble des professionnels du secteur libéral. En fait, l'idée, c'est que chaque usager soit bien identifié de la même manière dans chacun de ces systèmes d'information. L'autre référentiel qui va concerner les professionnels, ça va être le RPPS et le RPPS+, qui permet aussi d'identifier de manière unique chaque professionnel qui intervient dans le système de santé. Donc ça, ce sont les deux référentiels. Et les autres services socles qu'on va intégrer dans le cadre du Ségur, c'est le dossier médical partagé, qui est le volet documentaire qui est intégré à Mon Espace Santé, dont on parlait tout à l'heure. Non, c'est pas donc, je reviens, un dossier médical partagé intégré dans Mon Espace Santé, donc qui va permettre de capter en fait l'ensemble des documents qui sont produits par les systèmes d'information en santé, donc déjà de votre dossier usage informatisé, et qui vont permettre aussi à vos professionnels de consulter, s'ils sont habilités, les documents qui sont mis à disposition par les autres secteurs, donc l'hôpital par exemple, mais aussi le médecin généraliste, la pharmacie, le laboratoire. Tous ces professionnels alimentent le dossier médical partagé et donc les informations peuvent être consultées suivant les habilitations de ces utilisateurs. L'autre service SOC qui est embarqué dans le dossier usager informatisé, c'est la messagerie sécurisée. C'est ce qui va permettre
d'échanger entre différents acteurs du système de santé de façon sécurisée au travers de l'espace de confiance MS Santé. Donc, les boîtes aux lettres qui sont mises à la disposition de vos professionnels permettent justement d'envoyer des documents, d'échanger des messages sur les situations des bénéficiaires aux différents acteurs du système de santé. Juste pour ajouter, lorsqu'on vous parle de ces services socles, peut-être que vous pouvez vous dire: «Oh là là, mais il y a énormément de choses à faire, choisir une messagerie sécurité, sécurisée, l'INS et cetera, tout ça, ça me parle pas». Ce qui est important que vous ayez en tête, c'est que, le collectif SI et le groupement régional e-santé, que représente Sylvain ici, avec toute une équipe derrière de chefs de projet, sont là justement pour vous accompagner dans toutes ces étapes. Et vous avez aussi, d'ailleurs, certains d'entre vous sont présents aujourd'hui, je les en remercie. Vous avez aussi des cabinets extérieurs d'assistants à maîtrise d'ouvrage qui peuvent aussi vous accompagner sur toutes les étapes de ce projet. Et dans les financements dont on parlera tout à l'heure, ça peut en faire partie. Alors ici, on va représenter ce qu'on appelle le périmètre fonctionnel du dossier usager informatisé. Donc là, c'est plutôt le volet interne que vont utiliser vos professionnels dans le cadre de la prise en charge des personnes que vous accompagnez, et où on va notamment pouvoir tracer toutes les informations sur l'admission de l'usager, son dossier administratif, son entourage, voilà, les prestations sociales qu'il peut percevoir, tous les éléments sur son dossier médical, paramédical. Donc là, on va pouvoir référencer toutes ses données de santé, ses antécédents, ses allergies, ses traitements, tous les soins qui lui sont administrés. Et puis, il y aura effectivement tout le volet accompagnement avec l'élaboration de son projet personnalisé. Tout ce qui va toucher aussi à son planning d'activité, tout ce qui lui est proposé. Et donc là, on a un agenda qui va permettre de bien centraliser l'ensemble des rendez-vous, des activités qui concernent l'usager. Et puis, tout un volet de coordination qui permet d'échanger, alors soit via la messagerie sécurisée, mais aussi via des plateformes de coordination avec les acteurs extérieurs, avec les partenaires extérieurs. Et puis, un dernier module qui existe aussi dans les dossiers usagers informatisés, c'est ce qu'on appelle le portail usager. Donc là, c'est plutôt le versant qui est mis à la disposition de la personne accompagnée pour qu'elle puisse consulter les éléments qu'il y a sur son dossier et aussi interagir avec la structure au travers de la consultation de son agenda, des pièces, des documents qu'elle va pouvoir éventuellement enrichir dans son dossier ou éventuellement évaluer des prestations, des activités qui lui sont proposées par la structure. Alors, s'il n'y a pas de questions ou de remarques, on continue avec la définition du DUI, Alexandra. Oui, du coup, petit rappel, on a vu, Sylvain a présenté la cartographie ANAP. Et finalement, si on prend un petit peu de recul sur le DUI, c'est dossier unique de la personne au sens de la loi 2002 en version dématérialisée. Donc finalement, rien de très nouveau, sauf que du coup, on part sur une version qui est interopérable. Donc ça permet, Sylvain vous l'a dit, d'assurer le suivi et le partage des informations de la personne, mais de manière sécurisée. Donc, ce n'est pas une obligation réglementaire d'avoir un DUI, on le rappelle. Pour autant, il permet de répondre à certaines obligations, notamment la nécessité de tracer les actions réalisées et d'améliorer ainsi la prise en charge de la personne. Ça permet également de respecter la confidentialité des prises en charge parce que ce sont des outils sécurisés. Ça permet, on l'a vu, de permettre l'accès de la personne à son dossier. Donc, il lui respecte le droit d'accès aux informations qui concernent la personne. Et également, ça permet de mettre en place de manière coordonnée finalement le projet personnalisé d'accueil. Donc, comme l'a dit Sylvaine, c'est un outil qui permet en temps réel en tout cas tout au long du parcours, d'alimenter le projet personnalisé de manière beaucoup plus vivante que c'était le cas en fait sous papier. Alors, la nouveauté aussi, c'est que finalement, vous allez avoir un dossier numérisé, mais également qui est interopérable, puisque vous allez vérifier l'identité de la personne. Il est important de la vérifier afin de renseigner le dossier usager informatisé. Donc, Sylvain nous a parlé de l'INS pour vérifier l'identité de la personne. Ensuite, ça permet de se connecter à une messagerie sécurisée de santé. Donc, dans messagerie sécurisée de santé, finalement, c'est une messagerie sécurisée
d'échanges entre les professionnels qui sont habilités, qui ont cette messagerie sécurisée et qui peuvent s'envoyer des documents. Alors, ça peut être entre le médecin traitant, le médecin prescripteur, ou alors tout professionnel qui intervient auprès de la personne et qui a cette messagerie. Et puis également, le DUI, eh bien, il est connecté au dossier médical partagé qui permet d'alimenter mon espace santé. Donc, le DMP, finalement, c'est côté professionnel et on alimente mon espace santé afin de mettre à disposition de la personne eh ben, ses documents personnels. Et donc là encore, une vision un petit peu macro, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne sollicite une entrée dans la structure, donc la préadmission, jusqu'à l'admission, la mise en place du dossier administratif, les évaluations tout au long de son parcours, le projet personnalisé, la coordination des activités, l'agenda, tout peut être entré dans le DUI et ça vous permet d'avoir une vision très dynamique du parcours de la personne dans la structure. Merci Alexandra. Donc, on va enchaîner sur la partie financière, notamment sur l'instruction 2025, encore une fois, qui devrait sortir d'ici quelques jours. Ce qui va changer cette année en 2025, c'est en fait, vous avez des financements qui sont sur ce tableau, qui sont des financements différents en fonction d'un établissement qui change ou qui souhaite acquérir un dossier usager. Vous allez avoir des financements spécifiques qui seront différents d'un établissement qui a déjà un dossier usager informatisé, mais qui n'est pas référencé Ségur, c'est-à-dire qui ne répond pas à tous les prérequis, l'interopérabilité dont on vous a parlé, mais qui souhaite justement bénéficier de cette version Ségur. Et donc là, c'est ce qu'on appelle soit l'acquisition de DUI ou la mise en conformité. Et vous pouvez le voir en dessous. Donc là, on va plutôt s'intéresser à la ligne forcément qui correspond à moins de 50 ESMS. Encore une fois, moins de 50 finesses géographiques. Vous allez avoir en effet des financements de 14 000 € si vous êtes dans l'achat de la solution pour pouvoir financer donc le DUI. Vous aurez également 7 000 €, ce qu'on appelle, tout ça, ce sont des forfaits qui permettent, on appelle ça le forfait usage, mais qui permet justement de mobiliser vos équipes pour bénéficier de formations, pour justement trouver et travailler ce sens autour des usages de la messagerie ou de l'alimentation du dossier médical partagé. Et donc, vous avez globalement 21 000 € si on cumule les deux forfaits dans le cas d'une acquisition. Et si vous êtes sur la mise en conformité, donc là uniquement une montée de version, nous sommes sur 5 000 € de financement. En sachant que, je vous parlais tout à l'heure d'un dispositif SONS qui s'achève là à la fin du mois, qui permet aux établissements isolés qui ne se sont pas constitués, regroupés en grappe pour pouvoir répondre à cet appel à projet. Et je vais vous expliquer ce qu'on entend par grappe juste après. Eh bien, les établissements pouvaient, de manière en solo, on va dire, en lien avec leur éditeur, dire, bah voilà, nous, on souhaite avoir cette version Ségur. On n'a pas forcément envie de rentrer dans le cadre du programme SMS numérique. Est-ce que c'est possible de juste signer un bon de commande avec vous? L'éditeur accepte, vous fait signer ce bon de commande qu'on appelle SONS, système ouvert non sélectif, qui est un dispositif qui a été mis en place par le national et qui permet à l'éditeur de se faire payer directement par l'ASP pour installer cette version Ségur. Donc, en gros, l'établissement n'avait rien à sa charge, sauf si, bien entendu, vous demandez des modules complémentaires à la version Ségur, et il bénéficiait de l'installation. Après, nous avons en effet des établissements qui, malgré tout, ont eu cette installation dans le cadre du financement SONS, mais qui souhaitent tout de même candidater au programme SMS numérique pour pouvoir aller chercher d'autres financements. Donc, pas uniquement les 5 000 € qui correspondent à cette montée de version, mais aussi parce que vous allez avoir besoin dans vos établissements de matériel pour renouveler votre parc, tout ce qui concerne tablettes, PC, Wi-Fi. Donc là, vous pouvez avoir un forfait de 10 000 € par finesse géographique. Et si vous êtes un organisme gestionnaire, une mono-gestionnaire, donc qui regroupe moins de 15 finesses au sein de son entité juridique, vous pouvez être aussi éligible pour avoir cette enveloppe financière dont je vous parlais tout de suite, d'AMOA, c'est-à-dire d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de chefferie de projet, qui peut en effet aller, en fonction de la taille de la grappe, jusqu'à 100 000 € par projet. Et donc, quand je vous parle de grappe,
De quoi parle-t-on? Eh bien, pour candidater au programme ESMS, vous devez en effet vous regrouper entre plusieurs finesses géographiques, idéalement 15. Maintenant, nous avons pu valider en 2024 des projets inférieurs à 15 finesses géographiques parce que ça avait une certaine cohérence sur le territoire qui les concernait. Mais en effet, pour pouvoir répondre au programme, il faut se regrouper avec certains de vos homologues sur le territoire qui souhaitent eux aussi s'embarquer sur l'acquisition ou qui ont déjà une montée de version d'une même solution, c'est-à-dire d'un même dossier usager informatisé, pour ensemble aller chercher des financements pour du matériel, pour de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et surtout pour travailler avec vos professionnels de terrain, ces usages, c'est-à-dire le sens que vous allez y mettre au sein de vos établissements pour pouvoir utiliser derrière une messagerie sécurisée ou le dossier médical partagé. Si je reviens un petit peu juste sur la slide précédente, les financements, en fait, ils sont versés en 2 temps. 50% des crédits sont versés au démarrage du projet et 50% des crédits sont versés à la fin du projet. Les projets en général se déroulent sur une période de 12 à 18 mois. Alors, ils ont été beaucoup plus longs sur les premières années parce qu'il y a eu, on va dire, un programme qui a aussi évolué et les éditeurs également. Donc, on s'est retrouvé avec des projets qui ont été beaucoup plus longs. Là, aujourd'hui, sur les projets qui sont financés sur 2024, on est vraiment sur ce calendrier. Et donc, pour avoir les deuxièmes 50% des crédits concernant ce qu'on appelle les usages et les cibles d'usage à atteindre, puisque c'est bien une des conditions aussi d'avoir cette deuxième partie de financement, c'est de vous engager avec vos professionnels de terrain à atteindre des cibles d'utilisation de la messagerie et d'alimentation du DMP, mais également de création et d'alimentation du projet personnalisé. Et on va dire que ces cibles ont été revues, ont été aménagées par rapport à certaines typologies d'activités. Je ne vais pas rentrer dans les différents cas de figure parce qu'il y en a quand même un certain nombre, mais on s'est rendu compte, parce qu'on avance aussi avec les établissements, que par rapport à certaines typologies d'activités, atteindre ces cibles d'usage pouvait être complexe. Et donc la CNSA et la DNS qui pilotent ce programme national ont accepté le fait qu'on puisse adapter ces cibles d'usage par rapport à certaines situations. Et ça, c'est quelque chose dont on échange en général avec les porteurs et pour le coup, qui est à la main de l'ARS pour la validation de cette adaptation de dénominateur. Et sur ces cibles d'usage sont exempts les établissements qui sont dans le couloir de la protection juridique des majeurs. Là, comme vous pouvez le voir sur cette slide, ils n'ont pas d'obligation d'atteinte de cibles sur la messagerie sécurisée et d'alimentation du DMP. Et également, ils n'ont pas d'obligation d'avoir un logiciel référencé Ségur. Voilà. Et la dernière condition, je vous parlais très rapidement du dispositif SONS qui a démarré il y a déjà plus d'1 an. On a eu en effet différents cas de figure avec des établissements qui souhaitaient annuler leur bon de commande SONS auprès de leur éditeur pour pouvoir rentrer dans le cadre du programme ESMS. Et là, on a mis une date butoir, en effet, pour cette annulation de bon de commande qui sera au 17 avril 2025. Est-ce que tu veux donner un usage, peut-être un exemple? Je pense notamment à des établissements qui étaient équipés. Alors, l'exemple concret, c'est la solution Titan V4, qui est une solution, on va dire, client lourd que les structures pouvaient avoir dans leur établissement. Et pour pouvoir passer sur la version Titan Link, et pouvoir bénéficier d'un financement, il fallait effectivement annuler le bon de commande pour pouvoir candidater sur un programme d'acquisition de cette version Titan Link dans le programme SMS numérique. Donc pour ça, il faut faire la demande d'annulation du bon de commande qui annule la version Ségur sur votre version client V4 pour pouvoir ensuite avoir un forfait acquisition à 14 000 € plus les 7 000 € d'usage sur la version Titan Link, dans le cadre d'une grappe, bien sûr. C'est ça. Donc là, on rentre on rentre un peu plus profondément dans le cœur du sujet, mais donc ça peut parler à certains et peut-être moins à d'autres. Encore une fois, ça dépend vraiment du projet que vous menez, des solutions que vous souhaitez installer, de là où vous en êtes en effet dans ces étapes.
Donc, pour résumer, si vous êtes aujourd'hui en recherche d'un nouveau dossier usager informatisé ou que vous n'êtes pas encore équipé au sein de vos établissements, vous pouvez, si vous êtes un petit organisme gestionnaire, avoir un financement à hauteur de 21 000 € pour l'acquisition du DUI plus le forfait usage, plus 10 000 € pour pouvoir acheter du matériel et éventuellement avoir cette enveloppe AMOH et Free Projet. En pratique, comment faire pour trouver des partenaires et constituer une grappe, Alexandra? Alors, déjà, faites savoir que votre structure est intéressée pour former une grappe. On sait que les grappes qui aujourd'hui ont fonctionné souvent le mieux, qui ont été les plus efficaces, et ben, finalement, ce sont celles constituées par des partenaires qui se connaissent déjà, des partenaires de proximité, c'est-à-dire qui sont proches géographiquement les uns des autres, qui peuvent travailler sur les mêmes thèmes. Vous vous retrouvez voilà, dans des groupes de travail. On sait que parfois il y a d'autres associations, des groupements de structures, et ben ça, c'est une possibilité de former des grappes. Également, on vous encourage vraiment à vous rapprocher, si c'est le cas, si vous êtes adhérent d'une de vos fédérations, pourquoi pas, qui pourra vous renseigner sur les grappes en cours. Et en tout cas, vous pouvez vous retourner vers le collectif ESSI, dont font partie certaines fédérations d'ailleurs, qui ont pour mission de mettre en lien les structures. Vous nous contactez et ensuite on peut vous rapprocher les uns des autres. Voilà, on est un des vecteurs pour former ces grappes. Et puis également, si vous êtes déjà peut-être équipé d'une solution numérique ou alors vous connaissez un éditeur, vous pouvez le contacter parce que parfois les éditeurs, ils ont connaissance de certaines grappes qui peuvent se former ou en tout cas de structures qui cherchent à former une grappe. Et alors, de plus en plus, il y a beaucoup de grappes qui sont déjà parties depuis le début du programme. Donc, les structures, parfois, qui restent sont isolées. Pour autant, c'est toujours possible de rejoindre le programme et vous êtes invité à rejoindre un regroupement déjà financé. C'est-à-dire que si jamais vous avez connaissance d'une grappe qui est déjà partie, vous pouvez contacter le porteur de projet si vous le connaissez. Si vous n'en connaissez pas, évidemment, nous, le collectif, on peut vous mettre en relation avec eux. Une fois que vous avez l'accord du porteur de projet numérique, il faut s'assurer que la temporalité du projet qui est déjà parti de la grappe peut s'accorder avec votre temporalité, puisque c'est très important qu'il y ait aussi une cohérence dans tout ce projet de regroupement. Il faut qu'il y ait également une régularité au niveau du Code des marchés publics, je pense aux structures publiques. Vous avez toujours une mise en concurrence, d'ailleurs, que vous soyez privé ou public, une mise en concurrence approuvée. Ça, c'est quelque chose que va regarder l'ARS de près. Et donc, il faut bien avoir fait cette mise en concurrence avant de rejoindre la grappe qui est déjà partie. Et puis, évidemment, l'ARS, elle va étudier cette demande de rattachement à la grappe. Et évidemment, il ne faut pas faire courir de risques excessifs au projet de regroupement initial. Donc, il y a l'accord du porteur de projet, il y aura l'accord de la grappe et il y aura l'accord de l'ARS pour vérifier que vous allez respecter les délais. Et également, Géraldine en parlait tout à l'heure, que vous pouvez atteindre les cibles d'usage, que chaque structure peut atteindre les cibles d'usage, qu'il y ait une cohérence. Et donc, voilà, les ESMS isolés sont vraiment invités à rejoindre ces regroupements. Ensuite, qu'est-ce qu'une grappe finalement aussi? On explique comment on rejoint une grappe, mais qu'est-ce qu'une grappe? Et bien finalement, c'est un projet commun, c'est-à-dire que vous allez avoir une organisation commune, vous allez mettre en place une gouvernance commune, vous allez choisir, très important, une solution numérique commune. Attention, vous partez tous sur la même solution numérique, donc il faut bien s'entendre à être aussi, on parlait de cohérence, mais finalement être aussi dans le même secteur d'activité, évidemment, et à être bien sûr que vous avez tous les mêmes besoins. Donc, il y a idéalement 15 finesses géographiques. Donc là, il y a eu un assouplissement, c'est un idéal. Finesse géographique, je vous rappelle, ce n'est pas un finesse juridique. Un organisme gestionnaire a un finesse juridique et il va avoir pour chaque service un finesse géographique, ce qui fait qu'un même organisme gestionnaire, il a un finesse juridique, mais il peut avoir 5 finesses géographiques. Et ensuite, alors là, on a des ressources au niveau du collectif. On a déjà fait des webinaires sur ces sujets-là. Donc là, je vais passer un petit peu vite. Mais si vous avez besoin de ressources, évidemment, contactez-nous pour en savoir un peu plus. Parce qu'il faut bien formuler vos attentes et les ressources qui sont à votre disposition au sein des ESMS. Il y a toute une partie gestion de projet,
Il faut bien embarquer tous les professionnels dès le début du projet. Voilà, il y a plein de bonnes recommandations qu'on a pu agréger suite à des retours d'expérience de structures qui sont déjà parties. Et ensuite, il faut évidemment identifier, comme on l'a dit tout à l'heure, les partenaires qui seront impliqués dans le projet. Euh, Là, les partenaires, ce n'est pas ceux qui vont former avec vous la grappe. On pense aux partenaires avec qui vous allez communiquer via les messageries sécurisées, par exemple, et puis les acteurs institutionnels. Donc, il y a l'ARS, mais dans les tutelles, il y a les conseils départementaux notamment également. Voilà, il y a vraiment Oui, bien à penser tout l'écosystème. conseils départementaux qui sont aussi acteurs dans ce programme et dans ce virage numérique. Donc, d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes en lien avec eux, ont pu recevoir de l'information de leur part. Là, on va vous expliquer un petit peu le parcours. Alors, on pourrait le dire parcours du combattant, mais c'est pas si compliqué que ça. Voilà, il y a un petit peu de temps à passer, mais pour préparer le dossier de candidature, il faut effectivement être en capacité de vérifier que vous avez toutes les chances de votre côté pour que le dossier puisse être retenu et financé par l'ARS. Donc, dans un premier temps, c'est de voir quelle est votre maturité au niveau des systèmes d'information. Et pour ça, il y a un autodiagnostic qui est mis à disposition par l'ANAP qui permet à chacune des structures de voir à quel niveau elle en est rendue au niveau de son équipement informatique et de son organisation autour des systèmes d'information. Cet autodiagnostic donc permet une évaluation, mais permet aussi de vous donner un plan d'action qui vous donnera un peu plus de visibilité sur les marches à franchir pour faire évoluer votre système d'information. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de bien identifier qui seront les membres de la grappe, qui est le porteur de projet, qui va justement s'assurer de coordonner la préparation de ce dossier de candidature et de déposer le projet pour la grappe sur la plateforme Galis, qui sera ensuite étudiée par l'ARS. Donc, identifier les structures avec leur finesse géographique et donc effectivement désigner le porteur. En termes de gouvernance, on vous invite aussi à bien structurer la gouvernance autour d'un comité de pilotage et d'un comité de projet. Le comité de projet va s'assurer de la réussite opérationnelle du projet. Et puis le comité de pilotage, il va plus être là pour tous les arbitrages, la stratégie autour du projet. Et puis, c'est lui aussi qui viendra tenir compte des alertes qui seront remontées par le comité de projet si jamais il y a des difficultés au cours du déploiement. Ce qui est important aussi, c'est pour chacune des structures, se bien définir ses besoins. Donc, ces besoins, c'est les besoins fonctionnels de ce que le logiciel va devoir répondre pour que cela corresponde bien aux besoins des professionnels. Les besoins en termes de formation, d'accompagnement au changement, c'est ce qui va permettre justement de vérifier que tous les financements liés à l'accompagnement à l'usage sont bien financés ou qu'il y aura peut-être besoin d'un temps dédié pour valoriser en fait ce temps-là. Et identifier les besoins matériels. Alors que vous soyez ou pas financé par l'appel à projet, c'est important de bien définir quels seront les besoins matériels parce que le logiciel, la plupart du temps, c'est un logiciel qui va être accessible via un navigateur web, donc avec un accès Internet. Et donc pour ça, il faut avoir du matériel performant, il faut avoir un réseau qui tient la route. Et donc c'est important de bien l'identifier en termes d'équipement, mais aussi de mise à jour. Et donc ça se chiffre, que vous soyez ou pas financé. En tout cas, ça rentre dans les coûts du projet. Donc c'est vraiment à tenir compte et à bien identifier. Ensuite, en termes de communication, il va falloir aussi vous assurer que le projet il soit bien pris en compte à différentes échelles de vos structures, à la fois au niveau de toute l'équipe d'encadrement, mais auprès des professionnels, auprès des représentants du personnel, auprès des usagers, des représentants des usagers. Voilà, c'est un projet qui va impacter forcément l'organisation. Et donc, c'est important de communiquer auprès de l'ensemble de ces acteurs. Et puis, bien sûr, communiquer auprès de vos partenaires, puisque c'est eux qui vont aussi vous aider à atteindre les cibles d'usage dont on parlait tout à l'heure. Donc, le fait de pouvoir alimenter le DMP, utiliser la messagerie sécurisée, ça se fait forcément avec des destinataires de vos messages. Et donc, c'est les partenaires qui permettront d'atteindre de ces usages-là.
Je me permets par rapport à deux petites questions qui sont posées dans le chat en lien avec le dispositif Sens et avec l'appel à projet plus au niveau national. Donc pour la deuxième question, en fait, vous avez en effet possibilité pour un même organisme gestionnaire de déposer un projet avec des établissements qui seraient sur plusieurs départements ou régions. Oui. C'est ce qu'on appelle un projet multirégional et il est en général instruit par l'ARS de votre choix. Donc en général, c'est celle qui possède le plus de finesse dans la grappe ou dont le siège se trouve aussi sur la région. Donc ça, c'est quelque chose de possible. Et en effet, j'ai pas fait de focus sur les plus de 50 finesses comme sur le tableau que vous pouviez voir tout à l'heure, parce qu'il y a en effet un appel à projet dit national qui là est porté, instruit par la CNSA pour des grandes entités type ADMR, pour ne pas les citer, que tout le monde connaît, qui sont forcément déployés sur toutes les régions avec plus de 1000 finesses géographiques. Donc là, ils ont répondu, pardon, à un appel à projet national. Et ensuite, il y a une ARS qui porte le projet une fois qu'il a été instruit et notifié. Donc là, on est vraiment sur le cas des plus de 50 finesses appel à projet national avec un calendrier qui est à peu près similaire, un peu plus court que le nôtre. Je ne vous ai pas encore parlé du calendrier de 2025. Et sinon, c'est du multirégional. Et pour la question par rapport au SONS, je ne suis pas rentrée dans les détails parce qu'en fait, il y avait des bons de commande, en effet, signés entre établissements et éditeurs qui devaient être signés et déposés par l'éditeur à l'ASP jusqu'au février 2024. Ouais. Voilà. Et le deal, l'engagement, c'était qu'ensuite, la version Ségur soit installée dans les établissements avec un procès verbal de signé entre l'établissement et l'éditeur à la date butoir avant le 18 décembre 2024. Et on s'est rendu compte, parce que entre la théorie et la pratique, vous le savez, hein, il y a parfois des écarts, que malheureusement, ce calendrier théorique ne permettait pas à tous les établissements de se voir installer la version Ségur au 18 décembre 2024. Donc, il y a eu une prolongation jusqu'à la fin février 2025 pour permettre aux établissements qui n'avaient pas rempli les prérequis ou côté éditeur qui n'avaient pas encore installé la version Ségur de pouvoir le faire et du coup avoir ce financement direct à l'éditeur par le national. Puisqu'en effet, si l'installation Ségur n'était pas installée avant la date butoir que je vous ai transmise à l'instant, qui a été décalée, eh bien, il n'y a pas forcément de conséquences majeures, si ce n'est que l'établissement ne se voyait pas installer la version Ségur et qu'ensuite, au moment où il voulait se faire installer cette version Ségur, il devrait se l'autofinancer. Donc voilà pour la partie SONS. Termine sur, je sais que tu peux revenir, j'arrive juste à ça avant. Donc, au-delà de la phase de communication, il y a effectivement préparer son budget prévisionnel aussi au niveau du coût du projet. Donc, bien valoriser pour chacune des structures ce que ça va impacter en termes de coût d'investissement sur le logiciel, sur le matériel, sur le coût humain aussi de cet accompagnement, la formation des professionnels, etc. Et mettre en face les recettes, donc ça va être la subvention à l'ARS, l'autofinancement et éventuellement d'autres sources de financement qui permettraient d'équilibrer le budget du projet. Et une fois que tout ça c'est bien préparé, consolidé, vous déposez votre dossier de candidature sur la plateforme Galis dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est une plateforme sur laquelle vous avez quelques formulaires à remplir pour bien décrire votre projet. Vous devrez également y déposer une note de présentation du projet, un planning et un budget prévisionnel. Alors, pour vous aider à constituer ce dossier, on vous propose, nous, au niveau du groupement, de prendre un petit peu de temps avec le porteur de projet et les membres de la grappe pour bien cadrer votre projet, vous donner des explications, s'assurer que vous remplissez bien les critères d'éligibilité au programme. On vous propose également des modèles pour préparer la note de présentation, le planning, une petite checklist de toutes les actions à anticiper dans le cadre d'un projet de déploiement comme celui-là. Et puis, on vous propose de faire une ou plusieurs relectures de votre note de présentation pour adapter, corriger si besoin le projet. Et puis, si vous avez besoin aussi, quand vous êtes en train de saisir le dossier sur la plateforme Galis, on peut vous apporter un peu de support aussi au remplissage des différents formulaires.
Donc, comme vous pouvez le constater, à la différence d'un appel à projet lambda, là, vous avez vraiment des ressources qui peuvent vous accompagner en amont de cette candidature. Parce que l'objectif pour nous, c'est pas forcément de sélectionner les meilleurs. À la base, c'est de pouvoir accompagner tout le monde. Ce qu'on veut juste, c'est que vous ayez bien compris les enjeux, que lors de la rédaction de votre projet, vous et vos homologues et vos équipes de terrain, vous sachiez dans quoi vous embarquez et que vous sachiez aussi quelles sont les ressources qui peuvent être là pour vous accompagner. Sylvain me glisse un mot sur le cahier que je n'ai pas compris, donc je t'en prie. Pour dire que sur l'ensemble des dossiers qui ont été présentés à l'ARS, il n'y a jamais de projet qui a été refusé. En fait, en général, vous les refusez, enfin, ils ne sont pas retenus parce qu'il n'y a pas assez d'enveloppe, mais en général, un projet qui est bien ficelé, il est financé. Oui, tout à fait. C'est notre objectif en tout cas. C'est pour ça qu'il y a cette relecture en amont. D'ailleurs, c'est Sylvaine qui vous accompagne sur cette partie relecture de projet. Et on peut même avoir, pour certains d'entre vous, on a pu avoir l'occasion, ou certains de vos collègues qui ont répondu au programme, on a pu avoir l'occasion de prendre un petit temps, ne serait-ce que d'une demi-heure, avant que le projet soit déposé sur Galis, avec nous, en fait, pour que vous puissiez nous expliquer votre projet et que vous soyez sûr d'avoir répondu aux attentes et d'avoir maîtrisé les enjeux. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc là, vous avez sur cette dernière slide, justement, bien les coordonnées qui sont nos 3 coordonnées. Si vous avez besoin et envie d'aller plus loin ou de nous questionner ou d'avoir des précisions par rapport à tout ce qu'on a pu vous dire aujourd'hui, puisque là, on essaye vraiment de vous donner les informations de manière large. Mais encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez plus de renseignements. Et sachez qu'on met les coordonnées des 3, mais si jamais vous écrivez à une des personnes, vous avez une question, évidemment, on communique régulièrement entre nous, donc oui, on rebascule. C'est important de le dire, je pense, parce qu'il y a pas mal d'adresses et bien. Dans tous les cas, on fait un point régulier, donc on vous répondra dans tous les cas et on redirigera vers la bonne personne. Voilà, nous sommes un trépied. C'est ça? C'est ça. Juste avant de terminer, alors le document présenté, oui, tout à fait, on pourra vous l'envoyer juste à l'issue de ce webinaire. Et juste avant, parce que de notre côté, on a terminé sur ce qu'on voulait vous dire par rapport au programme SMS, je vais passer la main à Loïc Charpentier. Alors juste, je ne sais pas si tu as vu, vous aviez une petite question quand même dans le fil de conversation concernant la constitution de grappes multirégionales. Peut-être que vous voulez... Ah oui, on a répondu, oui, par rapport à... Ouais. Ok. Ouais. Écoutez, Merci Loïc. Pour faire un petit focus sur mon espace santé, donc, comme vous l'avez compris, s'équiper d'un DUI, d'un logiciel DUI, c'est alimenter le DMP, dossier médical partagé, et que tous les professionnels aient accès aux documents de santé dans le parcours de soins. Le côté usager grand public, c'est mon espace santé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de DMP, mon espace santé. Donc, mon espace santé fête ses 3 ans. Depuis février 2022, l'ensemble de la population a été notifiée de la création de cet espace sécurisé, sauf opposition, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 97% des Français qui ont un espace santé. Et l'étape suivante, c'est pour chacun d'aller l'activer et de s'en saisir. En soi, la création de cet espace sécurisé, c'est bénéfique à la qualité du soin et la coordination des professionnels, puisque c'est chaque professionnel qui va pouvoir accéder avec notre consentement aux bons documents au bon moment. L'activer, c'est ensuite accéder à différentes fonctionnalités. Donc, on a déjà un dossier médical qu'on va pouvoir compléter soi-même avec son historique de santé, ses allergies, ses directives anticipées, ses personnes de confiance et tout un tas d'informations comme ça qui est très, très intéressant pour les professionnels d'avoir. Donc ce profil médical, il est rempli par l'usager dans mon espace santé qui va avoir activé. Cette partie dossier médical, bien évidemment, il y a le réceptacle des données de santé produites par les professionnels également. La deuxième fonctionnalité, c'est une messagerie sécurisée. Donc, on parle de messagerie sécurisée de santé pour les professionnels et une messagerie sécurisée citoyenne à travers mon espace santé. Elle permet
de recevoir des mails sécurisés avec les professionnels qui nous soignent à leur initiative pour échanger voilà, des conseils post-opératoires, des photos de suivi de plaies ou autres. Voilà, donc c'est un mail sécurisé citoyen. Troisième fonctionnalité dans mon espace santé, on a un catalogue de services. Un catalogue de services comme le Play Store ou l'Apple Store propose tout un panel d'applications que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, installer aussi sur votre smartphone et autoriser à interagir avec votre espace santé. Voilà, on a des applications Amélie, Doctolib ou autres qui vont permettre voilà, de s'interfacer avec mon espace santé si vous le souhaitez. Et puis la quatrième fonctionnalité qui est arrivée en 2024 tout récemment, c'est un agenda. On l'attendait beaucoup. Cet agenda Mon Espace Santé va permettre de tracer vos rendez-vous importants avec des rappels de vaccination, des rappels de prévention aux âges clés de la vie qui sont poussés par l'assurance maladie et qui vous permettent de mieux gérer votre agenda santé de façon sécurisée en toute sérénité. Voilà. Donc Mon Espace Santé, quand on l'active, on a accès à toutes ces fonctionnalités, vous voyez, et la dynamique d'activation, elle est en route. On peut passer à la slide suivante. Puisque vous voyez, comme je le disais, 97% des Français ont un espace, mais 25% des Français l'ont activé. Un Français sur 4 a activé, allez voir à quoi correspond ce service et l'utilise finalement. On a un utilisateur sur 2 qui revient tous les mois. Donc voilà, je vous invite à l'activer vous-même et à vous rendre compte à titre personnel des bienfaits de ce carnet de santé numérique hein, qui est vraiment très ergonomique, qui a été conçu par le terrain pour les usagers avec voilà, des concertations citoyennes, concertations avec les professionnels, les conseils de l'ordre, etc. C'est également un service totalement sécurisé, hein, porté par la puissance publique et stratégiquement de façon souveraine. Et c'était important que l'État propose ce carnet de santé numérique avant que les GAFAM s'en saisissent. 250 millions de documents alimentés dans cet espace. Donc, si vous y allez, vous allez voir que vous avez vos informations qui commencent à être alimentées, des comptes rendus de consultation, vos ordonnances avec les médecins traitants, et puis surtout le sanitaire également alimente massivement. Voilà, en officine, on s'en saisit aussi de plus en plus. 80% des médecins utilisateurs en 2024, ça augmente. Alors, pour l'instant, on peut avoir l'impression que tout le monde ne joue pas encore le jeu, mais voilà, c'est un travail de longue haleine. En 2024, on a beaucoup travaillé sur l'alimentation massive par les professionnels. Ça commence à arriver, vraiment. Ça a été multiplié par 10, hein, l'alimentation depuis plus d'1 an. En Bretagne, on est assez bon finalement, on représente 10% des alimentations du national alors que notre population ne représente pas 10% du national. Donc on voit que le sujet est bien porté et intéresse en Bretagne. Et notamment, c'est porté par les accompagnements du GRAD, du collectif, pour faire connaître mon espace santé auprès de vos professionnels, mais aussi du grand public. Sur la slide suivante, on peut voir que voilà, significativement dans le médico-social, on n'est pas en reste. Ça commence à alimenter et consulter de plus en plus. Alors, des prescriptions de médicaments au compte-rendu de consultation et compte-rendu d'examen biologique, on voit qu'on a de l'intérêt à aller consulter et alimenter cet espace. On essaye de booster cet intérêt en travaillant avec vous et c'est ce qu'on va accélérer en 2025 sur les usages. Donc concrètement, voilà, après avoir mis en place un service qui fonctionne, qui est alimenté par les professionnels, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc du coup, on travaille sur des parcours de bout en bout, du médico-social en passant par le sanitaire et la médecine de ville. Et on se met autour de la table et on réfléchit, voilà, quels documents clés sont indispensables à être transmis dans DMP Mon Espace Santé, pour que la coordination des professionnels et le décloisonnement ville, hôpital et médico-social se fasse bien.
C'est tout l'objet des travaux que l'on a menés et qu'on continue de mener avec vous, et notamment dans le cadre des expérimentations Mon Espace Santé en ESMS. Donc sur la slide suivante, vous pouvez voir que de nombreux accompagnements vers les professionnels ont été effectués l'année passée. On va continuer cette année avec des sensibilisations de vos établissements, de vos professionnels au sein de vos établissements, la médecine de ville, des soirées interprofessionnelles ou des événements CPTS, là, voilà, qui nous permettent d'atteindre vraiment les professionnels de l'exercice coordonné et vraiment voir de bout en bout comment ça se passe. Voilà, l'hospitalisation programmée de résidents d'EHPAD qui vont aller faire un séjour à l'hôpital du territoire et qui vont ensuite sortir et revenir dans la structure. Vous voyez, on a des informations qui sont vraiment cruciales de transmettre. Donc, Mon Espace Santé, le DMP, Mon Espace Santé, c'est l'outil vraiment cible pour ce faire, grâce à vos DUI notamment. Donc, ces expérimentations, vous trouverez en lien les enseignements qu'on en a tirés et les retours d'expérience qui ont été faits. On a pu tester des usages avec un EHPAD sur le 56, justement dans le cadre d'hospitalisation de résidents, avec une maison d'accueil spécialisée du côté de Dinan, également en lien avec l'établissement sanitaire, et puis d'une structure d'un SPASAD sur Morlaix pour les opérateurs du domicile. Donc, n'hésitez pas à consulter ces retours d'expérience. Vous avez également sur le site de l'ANS tout un panel d'outils et de documentation qui permettent voilà, de promouvoir, de comprendre les usages de Mon Espace Santé en secteur médico-social. La partie promotion vers les usagers également est importante. Donc celle-là, elle est menée plutôt dans le cadre de ce qu'on appelle le dispositif ambassadeur Mon Espace Santé, avec Nikita Morvan au grade, qui est la coordinatrice régionale et qui pourra organiser des sensibilisations plutôt donc à destination des usagers, des familles, des aidants, pour faire connaître le service auprès du grand public. Beaucoup d'actions en 2024 ont été menées. En 2025, on va accélérer aussi avec les acteurs de l'inclusion numérique pour promouvoir encore plus le service Mon Espace Santé auprès du grand public et de l'ensemble de la population. Donc, un site promoteur est dédié à ces accompagnements. Vous pouvez notamment y retrouver un calendrier des sensibilisations grand public qui auront lieu autour de chez vous sur le territoire. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. On l'actualise régulièrement également avec tous les supports de communication, affiches, flyers, Mon Espace Santé en FALC ou ce genre de choses qui peuvent être utiles au sein de vos structures. Voilà. Des petites photos pour terminer, pour vous montrer comment se passent ces accompagnements et cette promotion concrètement sur le territoire. Donc, vous voyez, on a des promotions au sein de CPTS en bas à droite, en CME côté sanitaire, via des stands dans les établissements ou via les patients d'un territoire en haut à droite. Je pense que c'était la MSP Cap 6.1 peut-être. Voilà, donc tout un panel d'actions que vous pouvez relayer. N'hésitez pas à prendre contact avec moi-même ou avec Nikita Morvan, du coup, pour avancer avec Mon Espace Santé, tant au niveau professionnel que aussi usagers et famille. Voilà ce que je pouvais dire de Mon Espace Santé. Alors oui, voilà, comme je le disais, en 2025, notre objectif, c'est de généraliser avec tous les professionnels médico-sociaux, sanitaires, médecine de ville, l'alimentation systématique de Mon Espace Santé pour que chaque document de santé produit se retrouve dans cet espace. On va également travailler à la consultation par les professionnels, donc consultation intégrée à travers les logiciels métiers que sont le DUI en secteur médico-social, mais aussi à l'hôpital à travers le dossier patient informatisé.
Et puis, on va continuer, bien évidemment, la dynamique de promotion grand public et d'aide à l'activation de mon espace santé auprès du plus grand nombre. Donc, on voit qu'on a franchi une étape. Un quart de la population, c'est quand même 17 millions de personnes qui ont activé. On a plus de 600 000 personnes qui l'activent chaque mois en plus. Il y a vraiment une vraie dynamique en marche. Donc, si en plus ça vient coïncider avec la mise en place de vos DUI qui permettent d'alimenter facilement et de consulter aussi facilement ce qui s'y trouve, eh ben, on va pouvoir mettre en place des usages de parcours très concrets avec vos partenaires territoriaux. Merci Voilà. beaucoup, Loïc, pour le lien qui a pu être effectué entre mon espace santé et le DUI à travers le programme. Et important en effet de souligner, comme tu l'as fait, le fait qu'il y avait aussi beaucoup d'actions en lien avec l'inclusion numérique, puisqu'on a bien conscience que parler de tous ces outils, c'est aussi parler des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'utilisation de ces outils, que ce soit les professionnels et les citoyens. Et on ne les oublie pas. On sait très bien aussi que tout ça ne va pas de soi et qu'il faut aussi accompagner en proximité tous vos acteurs, que ce soit encore une fois les citoyens ou les professionnels en structure. Nous avons terminé, il est 13h28, donc c'est parfait, on a respecté le timing d'une heure et on vous remercie d'avoir répondu présent. Si jamais vous avez une question, on peut garder la minute qui reste pour y répondre. Sinon, dans tous les cas, on vous envoie le support. Tu voulais ajouter quelque chose, Sylvaine? Non, c'est juste profiter c'est vrai, une minute s'ils veulent poser des questions. Ouais. Et le support, et effectivement, on enverra le lien vers le replay également pour ceux qui n'ont pas pu Oui. suivre ou que partiellement la session. Tout à fait. Pas de questions pour le moment. Non, écoutez, Non, ça veut dire que nous avons été très clairs. Ou alors vous êtes. En tout cas, merci beaucoup. Dans tous les cas, je leur dis, on a des ressources, donc n'hésitez pas à nous contacter. On a des ressources sur qu'est-ce qu'un DUI, ou si vous souhaitez aussi sensibiliser vos professionnels, n'hésitez pas à revenir vers nous. Très bien. Merci à tous. À très bientôt.